que c'est pas le terme, des relances, effectivement, dont on sent qu'elles sont pas très claires. Donc moi je coupe court tout de suite. Bah tout bêtement, les démarches par téléphone, c'est rarissime quoi. De votre banque ou de gens sérieux, c'est rare. Mais mon fils est très averti là-dessus, donc il me dit toujours de faire attention. Tous ces numéros bizarres, là, faudrait les bannir, faudrait les couper directement. La plupart du temps, c'est oui, je suis malade, je vais bientôt mourir, je cherche quelqu'un, j'ai 800 000 euros à débloquer. Je m'amuse de ça. Ils sont où les sous? D'abord, c'est très bien de demander de conseils à d'autres. Donc, c'est un des notre pistes à la fin de dire que souvent, on a du mal à savoir est-ce que c'est un message frauduleux ou pas. Parce que souvent, les erreurs, on les fait quand on les fait spontanément. Du coup, c'est très bien de dire, OK, je demande conseil à quelqu'un d'autre pour se protéger. On pense souvent qu'on est immunisé contre ces genres de choses parce que souvent on les arnaque. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont très basiques, que tout le monde repère, qui sont faciles. Mais il y en a quand même certains qui sont vraiment durs à identifier. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ça peut arriver aussi à des personnes qui ont des connaissances, qui travaillent sur le sujet. Nous, on a mené notre enquête au Kenya, un des pays en développement en Afrique où il y a la majorité de la population, donc ils sont connectés avec des téléphones, pas toujours un smartphone, mais la majorité utilise aussi des téléphones pour faire des paiements. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'études sur comment les gens y réagissent. Du coup, maintenant, on sait qu'il y a l'escroquerie aussi dans les pays en développement. C'est quelque chose qu'avant, on pensait que c'est pour les pays comme aux États-Unis, il y a des études, en France, il y a des études, mais pas forcément pour les pays en développement. Du coup, dans notre papier, la première étape, c'est de mesurer la capacité à identifier des messages. Du coup, on a fait ça en collectant des exemples de messages frauduleux et pas frauduleux dans le contexte du Kenya. Et on a mené une enquête en ligne avec 1000 participants. Et on leur a demandé de nous indiquer oui ou non, est-ce que c'est un message frauduleux ou pas. Et après aussi, est-ce que vous avez confiance dans votre choix. On voulait mesurer cette capacité, mais on voulait aussi savoir si on peut l'améliorer. Et là, on a récolté des exemples de conseils qui étaient donnés par des banques, des opérateurs, côté gouvernement aussi, qui donnaient des conseils comment identifier les messages frauduleux. Ça nous a permis d'estimer vraiment l'effet de cette campagne, l'effet de ces conseils sur notre mesure, comment identifier les messages. On a trouvé qu'en moyenne, ça n'a pas d'effet. Et on s'est dit, mais pourquoi ça n'a pas d'effet? Surprenant, c'est quand même, on donne des conseils comment les repérer. Et après, on s'est rendu compte que, après avoir reçu les conseils, les participants, ils disent que tous les messages sont frauduleux. D'un côté, c'est bien, parce qu'ils voient les messages frauduleux et ils disent que ce sont des messages frauduleux, donc ça, c'est bien. Mais à l'autre côté, ok, ça risque qu'ils sont, nous, on appelle ça en anglais, on appelle ça overcautious. Surprudence. Donc on est trop prudent et du coup on risque d'ignorer des messages qui contiennent des informations importantes pour nous. Et surtout, on est dans un pays où toute la communication, pas toute, mais la majorité de la communication départ des entreprises, du gouvernement, des ONG, ça se base sur des messages sur téléphone. Et du coup, si là, les clients ou les personnes, ils commencent à ignorer tous les messages, même s'ils ne sont pas frauduleux, on risque de perdre beaucoup d'informations entre les deux. Ouais. J'étais fatiguée, j'étais stressée, ça arrive. C'était après avoir fait l'enquête. Du coup, c'est pour ça que je dis même les gens qui mènent les enquêtes, ils peuvent ils peuvent être victimes. C'était exactement les étapes que nous,
on aussi dans notre recherche, on a repéré, donc d'abord, tu as honte, tu peux pas en parler. Donc là, c'est pas notre étude, mais il y a des autres études qui montrent qu'après être victime, oui, il y a le coût financier. Il y a aussi le côté santé mentale. Donc on se sent coupable, on se sent un peu... on se sent bête. Du coup, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler, on a peur que les autres jugent. Et ça m'a aidé de faire cette enquête. Ça a vraiment toutes les étapes qu'on a dit, les personnes n'aiment pas trop en parler, ils ont honte, ça affecte leur santé mentale. Du coup, je me dis, ok, ça ne peut pas affecter mon santé mentale, je vais être confiante, je fais une erreur, voilà, j'en parle.